La réalité virtuelle. L'expression réalité virtuelle ou multimédia immersive ou réalité simulée par ordinateur renvoie typiquement à une technologie informatique qui simule la présence physique d'un utilisateur dans un environnement artificiellement généré par des logiciels. La réalité virtuelle crée un environnement avec lequel l'utilisateur peut interagir. La réalité virtuelle reproduit donc artificiellement une expérience sensorielle qui peut inclure la vue, le toucher, l'ouïe et l'odorat, visuel, sonore ou haptique. La réalité virtuelle est à ne pas confondre avec la réalité augmentée. La réalité augmentée ajoute des éléments virtuels dans un environnement réel, alors que la réalité virtuelle crée virtuellement un environnement réel ou imaginaire. La finalité de la réalité virtuelle est de permettre à une personne ou plusieurs de vivre une expérience d'immersion ou pas, c'est-à-dire de mener une activité sensorimotrice et cognitive dans un monde créé numériquement, qui peut être imaginaire, symbolique ou une simulation de certains aspects du monde réel. Extrait du traité de la réalité virtuelle par Fuchs. Certains font remonter l'expression à Antonin Artaud, qui décrit le théâtre comme une réalité virtuelle dans son œuvre Le théâtre et son double en 1938. L'expression est reprise par Jaron Lanier en 1985 pour désigner un espace de représentation réaliste tridimensionnel calculé en temps réel immersif. Du fait de l'originalité de l'expression que l'on qualifie d'oxymore en raison de l'apparente contradiction entre les termes qui la composent, le mot virtuel est devenu dans les médias synonyme de numérique et immatériel. L'anglais virtual est plus nuancé. Le terme signifie en effet quasi en parlant de virtual reality. Jaron Lanier parlait probablement de quasi-réalité. La polémique sur la pertinence d'une expression qui est devenue un terme technique vient du fait que, selon le dictionnaire français, je ne sais lequel, réalité ne s'oppose pas à virtuel mais à fiction. De nombreux auteurs, incluant Pierre Lévy et Gilles Deleuze, ont rappelé que le contraire de virtuel est actuel et non réel. Le virtuel est donc bien une composante de la réalité. C'est selon Maurice Benayoun le réel avant qu'il ne passe à l'acte, sous-entendu avant qu'il ne s'actualise, introduisant ainsi l'idée d'un en deçà de la représentation qui précéderait son actualisation. L'expression réalité virtuelle ne peut donc systématiquement être considérée comme un oxymore. En définitive, la formulation correcte serait virtualité réaliste. Genèse du concept. Origine de l'expression. En 1938, dans son recueil d'essais intitulé Le théâtre et son double, Antonin Artaud utilise l'expression réalité virtuelle pour décrire la nature illusoire des personnages et des objets dans le théâtre. C'est dans cette œuvre du théoricien et dramaturge français que le syntagme réalité virtuelle est répertorié pour la première fois dans une publication. Le terme réalité artificielle, inventé par Myron Kruger, devient quant à lui d'usage courant dans les années 70. Le terme réalité virtuelle a été utilisé dans The Judas Mandala, un roman de science-fiction publié en 1982 écrit par Damien Broderick. L'Oxford English Dictionary, c'est un article de 1987 intitulé Virtual Reality. Mais l'article en question ne porte pas sur la technologie virtuelle VR. Le terme réel virtuel, dans son usage contemporain, en a été popularisé par Jaron Lanier par le biais de la société VPL Research. VPL Research, qui détient un bon nombre des brevets de VR déposés au milieu des années 80, a notamment développé le premier casque de réalité virtuelle, l'iPhone et l'entrée haptique Data Glove. Le concept de réalité virtuelle a ensuite été popularisé ou pas dans les médias par des films tels que Brainstorm et The Lone Mower Man. L'intensification de la recherche dans les années 90 résulte en partie de la publication de l'ouvrage Virtual Reality en 91 d'Howard Rheingold. Le livre a en effet permis de démystifier le sujet, le rendant plus accessible aux chercheurs et aux amateurs enthousiastes.
Early Adopters. Historique. Avant les années 50, la notion de réalité virtuelle est implicitement esquissée par Platon dans son allégorie de la caverne, ainsi que par René Descartes qui envisage dans son discours de la méthode l'hypothèse que les témoignages de ces sens pourraient n'être qu'une série d'illusions coordonnées par un esprit malin, voire un démon. Cependant, les premières références à l'idée de réalité virtuelle telle que nous l'entendons aujourd'hui proviennent pour la plupart de la science-fiction. En 1935, Stanley J. Weinbaum publie une nouvelle intitulée Pygmalion Spectacle en 1935, dans laquelle il fait essentiellement la description de lunettes permettant à celui qui les porte d'accéder à un univers virtuel dans lequel il peut interagir, toucher et sentir. 1950-1970. Dans les années 1950, Morton Heilig met au point une expérience de théâtre qui permet d'englober tous les sens d'une manière efficace. En 1962, il construit un prototype de son appareil surnommé le Sensorama et tourne 5 courts-métrages qu'il compte présenter aux spectateurs de manière à engager plusieurs de ses sens, la vue, l'ouïe, l'odorat et le toucher. Il permet aux spectateurs de vivre une expérience d'immersion visuelle et auditive dans une scène réelle, filmée au préalable. Cependant, puisqu'il précède le calcul numérique, il demeure un simple dispositif mécanique. Dans la même période, Douglas Engelbart utilise des écrans d'ordinateur comme périphérique d'entrée et de sortie. En 1966, Thomas Furness introduit la technologie de la réalité virtuelle au sein de l'armée de l'air, qui se voit désormais dotée d'un simulateur de vol. Il convient également de souligner l'apport de la micro-informatique aux technologies de la réalité virtuelle. La création de la souris, par exemple, marque l'avènement de la première interface homme-machine qui exploite le mouvement de la main. Entre 1970 et 1990, le premier casque de réalité virtuelle est créé à l'université de l'Utah dans les années 70 par Daniel Vickers. Formé de 2 écrans, le casque donne à l'utilisateur la possibilité d'observer la scène virtuelle qui lui est présentée en tournant la tête. Quelques années plus tard, une nouvelle interface est mise au point, le gant de données, le Data Glove. Ce dispositif, créé en 1982, mesure le déplacement de la main et des doigts et le communique à l'ordinateur. Parmi les premiers hypermédias et systèmes de réalité virtuelle, on compte le Aspen Film Card, créé au MIT en 1978. Le programme se veut une simulation virtuelle d'errer dans les rues dans l'un des 3 modes été, hiver et polygone. Les 2 premiers modes sont basés sur des photographies. Les chercheurs avaient photographié chaque mouvement possible à chacune des saisons. Et le 3e est un modèle basique en 3D de la ville. En 1982, l'entreprise Atari fonde un laboratoire de recherche pour la réalité virtuelle. Mais l'unité est fermée après seulement 2 ans en raison de l'Atari Shock, le crash du jeu vidéo de 1983 en Amérique du Nord. Malgré tous les employés recrutés, Tom Zimmerman, Scott Fisher, Jaron Lanier et Brenda Laurel poursuivent leurs recherches sur les technologies liées à la réalité virtuelle. Dans les années 80, le terme réalité virtuelle est popularisé par Jaron Lanier, l'un des pionniers du domaine de la réalité virtuelle. En 1985, Lanier fonde la société VPL Research Society à l'origine de la création de plusieurs appareils VR comme le Data Glove, l'iPhone. Nous allons parler maintenant, si vous le voulez bien, ou énoncer ce qui a été fait entre 1990 et 2000. Dans les années 90, la réalité virtuelle s'est installée dans le secteur du jeu vidéo sur une initiative de Sega avec la Sega VR, un casque qui réagissait au mouvement de la tête de l'utilisateur destiné à la Mega Drive. Puis avec Virtuality, qui est devenu le premier système en réalité virtuelle proposant un divertissement multijoueur, un réseau produit en masse, il se matérialisait sous la forme d'une arcade VR avec un casque et des gants exosquelettes coûtant jusqu'à 73 000 $ par système multipod Virtuality. En 1991, le Computer Gaming World prédit une virtuelle réalité abordable d'ici à 1994. En 1991, Antonio Medina, diplômé du MIT et scientifique de la NASA,
a conçu un système de réalité virtuelle appelé Computer Simulated Teleoperation, destiné à conduire un rover martien depuis la Terre en temps réel, apparent malgré le retard substantiel de signaux Mars-Terre-Mars. Ce système, tel que publié par Rand, est une extension de la réalité virtuelle. Durant la même année, Caroline Krug-Neira, Daniel J. Sandin et Thomas A. de Fanti de la Electronic Visualization Laboratory créent la première salle cubique immersive en remplaçant le casque par un environnement dans lequel les images sont projetées sur des murs par plusieurs milliers de projecteurs. En 1994, Apple conçoit QuickTime VR, une extension d'images pour leur logiciel QuickTime permettant la création d'images virtuelles panoramiques. En 1995, le Virtual Boy est créé par Nintendo et commercialisé au Japon le 21 juillet 1995 ainsi qu'en Amérique du Nord le 15 août de la même année. En 1995 sort Forte VFX1, un casque de réalité virtuelle pour PC, appuyé à sa sortie par certains jeux comme Descent, Star Wars, Dark Forces, System Shock et Quake. En 1995, l'artiste Boris Benayoun crée la première œuvre de réalité virtuelle connectée sur 2 continents à la fois, le tunnel sous l'Atlantique, entre le Centre Pompidou à Paris et le Musée d'art contemporain de Montréal. L'installation inclut une modélisation 3D dynamique en temps réel, un chat vidéo avec un son spatialisé et une intelligence artificielle de gestion de contenu. En 1995, un groupe à Seattle, produit par les entrepreneurs-chefs Daggett et Bob Jacobson, fait une démonstration publique de la Cave-like, une salle de projection à 270 degrés appelée le Virtual Environment Theater. Puis, en 1996, le même système a été monté dans exposition de salons professionnels parrainé par Netscape Communications et défendu par Jim Barksdale, pour la première fois montrant virtuelle réalité connectée à Internet avec le World Wide Web, intégré dans les modèles de monde virtuel VRML 3D. En 1999, l'entrepreneur Philippe Rosdahl fonde Linden Lab, axé sur la mise au point de matériel permettant aux utilisateurs d'ordinateurs d'être complètement immergés dans une expérience de réalité virtuelle à 360 degrés. Dans sa première forme, la société a lutté pour produire une version commerciale de The Rig, qui a été réalisée sous forme d'un engin prototype en acier avec plusieurs moniteurs informatiques pour que les utilisateurs puissent le porter sur leurs épaules. Cette initiative s'est muée en logiciel pour la création des mondes virtuels de Second Life. De 2000 à aujourd'hui, en 2007, Google lance Google Street View, une technologie disponible dans Google Maps et Google Earth, permettant le parcours virtuel de route dans le monde, photographié au préalable. En 2014, lors de la conférence Steam Dev Days, Valve annonce divers projets sur lesquels il travaille pour promouvoir le développement de jeux vidéo en réalité virtuelle sur leur plateforme Steam. Le 25 mars 2014, Facebook rachète la société Oculus VR, une société travaillant sur un casque de réalité virtuelle baptisé Oculus Rift, et dont le premier prototype fut créé en 2011 pour 2 milliards de dollars. Durant le même mois, Sony annonce leur projet de casque de réalité virtuelle pour sa console de salon, baptisée alors Project Morpheus, et qui deviendra PlayStation VR, Virtual Reality. En septembre 2014, Samsung annonce à leur tour leur propre casque de réalité virtuelle, initialement nommé Gear VR, et plus tard rebaptisé Samsung Gear VR. En février 2015, Valve et HTC annoncent leur collaboration sur un projet de casque de réalité virtuelle à la Game Developers Conference, le HTC Vive. En novembre 2015, le Samsung Gear VR est disponible à l'achat. En 2016, plusieurs casques de réalité virtuelle seront commercialisés. Parmi eux, l'Oculus Rift sortira en mars, le HTC Vive en avril et le PlayStation VR dès octobre. En 2018, plus d'une dizaine de casques de réalité virtuelle seront disponibles pour le grand public du low-cost au haut de gamme. Principale interface visuelle. La réalité virtuelle est mise en place par différents moyens d'interface spécifiques. Les principales interfaces visuelles sont le Workbench, c'est un dispositif de type table à dessin constitué de 1 ou 2 écrans permettant un travail de conception simple et à échelle 1 pour des prototypes virtuels de taille inférieure à 1 mètre cube. Ceci avec une immersion performante, généralement avec un écran à la verticale, un autre à l'horizontale,
à environ 1 mètre du sol, est composé d'un système de tracking à 2 caméras ou plus et une salle immersive sphérique ou cubique qu'on appelle cave, iCube, SAS Cube, constituée d'écrans de rétroprojection ou de projection directe stéréoscopique et synchronisée. L'utilisateur est immergé dans une pièce où les murs, le sol et où les plafonds sont des images projetées qui constituent un environnement géométriquement cohérent par un système de capture de position du visiteur. La perspective est recalculée en temps réel pour respecter son point de vue. L'écran stéréoscopique avec ou sans la tête traquée de l'observateur, l'utilisateur voit la scène virtuelle en vision stéréoscopique. Les 2 points des 2 images stéréoscopiques doivent correspondre au point de vue des yeux de l'observateur. Si la tête de l'observateur est traquée, les images sont recalculées en temps réel pour correspondre ou pas à son point de vue. L'utilisateur est équipé de lunettes stéréoscopiques, par exemple, qui cachent alternativement la vision d'un œil puis de l'autre. L'ordinateur, s'occupant d'afficher l'image correspondante de manière synchrone, les casques de réalité virtuelle sont des systèmes portés par l'utilisateur et fournissent 2 fonctionnalités principales, à savoir la localisation de la tête de l'utilisateur en orientation uniquement pour les plus anciens modèles et en orientation et translation sur les modèles plus récents, et la simulation du système visuel par un visiocasque, quelle que soit la technologie utilisée. Les interfaces sensorielles, visuelles, sonores, tactiles, olfactives et à simulation de mouvement permettent à l'utilisateur de percevoir le monde virtuel et d'y être immergé. Pour interagir en 3D avec l'environnement virtuel, l'utilisateur peut employer des interfaces motrices telles que les capteurs de localisation, les interfaces spécifiques de localisation corporelle et les interfaces manuelles motrices. Les interfaces à retour d'effort sont des interfaces sensorimotrices qui permettent d'interagir avec l'environnement virtuel et qui permettent de le percevoir simultanément. Volume 2, l'interfaçage, l'immersion et l'interaction du traité de la réalité virtuelle. Mise en pratique et appropriation. Communication. La réalité virtuelle, la RV, peut être utilisée comme vidéoconférence, de la même façon que les outils actuels comme Skype, Adobe Connect, etc. À la différence que la réunion se fait au travers d'un avatar plus ou moins réaliste et ressemblant à la personne en fonction du type de conférence. On préférera un avatar identique à la personne pour des réunions de travail, un avatar plus imaginé pour retrouver des amis ou sa famille. Cette application permet ainsi de retrouver face à face dans une pièce virtuelle. Cette technologie est développée, par exemple, par la Société des arts technologiques de Montréal, le nom du projet étant Posture Platform, et par le professeur Luc Courchaine. Pédagogie. Un dérivé de la vidéoconférence virtuelle est utilisé afin d'enseigner. L'avantage étant qu'il n'y a plus de nécessité de construire d'énormes auditoires ou salles de classe pour les élèves et étudiants. Il leur suffit de rester à leur domicile et de se connecter sur une plateforme fournie par l'enseignant. Ce dernier a la possibilité de donner son cours à distance de n'importe quel emplacement sur la planète dans une pièce modélisée à son goût. Toutes les expériences peuvent être mises en place par l'ordinateur qui simule alors les réactions chimiques, physiques, voire mathématiques dont le professeur aurait besoin. Elle permettrait ainsi de créer pour des étudiants en chimie un environnement sûr pour simuler des laboratoires. Cela implique cependant un risque d'absence de contact humain, des développements cognitifs et comportementaux différents de ceux actuels chez les élèves, au même compte que l'écriture a changé la façon de penser des gens. L'ordinateur et la réalité virtuelle changent notre comportement face au réel et à la société. Cette méthode d'enseignement amène aussi une unification des connaissances, car tout le monde peut suivre des cours avec des professeurs renommés sans avoir à attendre une conférence près de chez soi ou à devoir prendre l'avion. De plus, le monde virtuel n'a comme limite de place que la capacité de l'ordinateur qui le supporte. Donc,
faire cours à plus de quelques milliers d'élèves serait chose possible. Cette méthode est en 2017 peu répandue, due notamment au coût des installations et de la nécessité de répandre la technologie en premier lieu. Cependant, l'UNIL a effectué des recherches et des tests sur cette technologie en collaboration de Marianne Schmidt-Mast, professeure en hautes études commerciales. La réalité virtuelle a été utilisée afin d'améliorer les aptitudes des enfants à traverser une rue, et ce avec succès. Cependant, certains enfants avec des troubles du spectre de l'autisme peuvent être incapables de distinguer la réalité virtuelle et du monde réel. Cette formation risquerait ainsi, chez ces enfants, en des traversées routières risquées en environnement réel. La formation. Au sein d'un contexte professionnel, la réalité virtuelle offre la possibilité de réaliser des leçons pratiques dans un environnement sécurisé. Ainsi, on teste ses savoirs et compétences dans le virtuel sans crainte d'échec. C'est un outil de formation novateur dont différents corps de métier tirent parti. Dans le domaine militaire, la réalité virtuelle a un rôle crucial dans la formation au combat pour le personnel militaire. Elle permet aux jeunes recrues de s'entraîner dans un environnement sécurisé et de contrôler leurs réactions à différentes situations de combat. Une réalité virtuelle immersive qui utilise un casque de réalité virtuelle, combinaison de données, gants de données ainsi que des armes virtuelles sont utilisées pour la formation au combat. Cette configuration permet une réduction significative de la réinitialisation du scénario à l'état initial. L'environnement de formation totalement immersif permet aux soldats d'être formés à travers une grande variété de terrains, de situations et de scénarios. Elle est également utilisée dans la simulation de vol pour les futurs pilotes. Le simulateur est fixé au-dessus d'un système de levage hydraulique qui réagit aux commandes de l'utilisateur. Lorsque le candidat pilote l'avion, le module se tourne et s'incline en conséquence de la rétroaction haptique à fournir. Le simulateur de vol peut varier d'un module entièrement fermé à une série de moniteurs d'ordinateurs offrant le point de vue du pilote. Les raisons les plus importantes qui justifient l'utilisation de simulateurs pour l'apprentissage en vue du pilotage d'un avion ou hélicoptère réel sont la réduction du temps de transfert entre la formation au sol et en vol réel, la sécurité, l'économie et l'absence de pollution. De même, les simulations de conduite virtuelle sont utilisées pour former les conducteurs de chars sur les fondamentaux avant de leur permettre de faire fonctionner le véhicule réel. Enfin, il en va de même pour les simulateurs de conduite de véhicules prioritaires. Ainsi, les pompiers belges sont par exemple formés à l'aide de ces simulateurs pour conduire d'une manière qui minimise les dégâts autant que possible. Comme ces chauffeurs ont souvent moins d'expérience que les autres conducteurs de camions, la formation par la réalité virtuelle leur permet de compenser cette lacune. Dans un avenir rapproché, des projets similaires sont attendus pour tous les conducteurs de véhicules prioritaires, y compris ceux de la police. Médical. Dans le cadre médical, le personnel médical est en mesure de suivre des formations grâce à la réalité virtuelle afin de s'exposer à une plus grande variété de blessures. Une étude a été effectuée sur 16 résidents en médecine, dont 8 d'entre eux ont effectué des cholécystectomies laparoscopiques en réalité virtuelle. Ces derniers ont observé une amélioration de 29% en vitesse pour une opération d'ablation de la vésicule biliaire comparativement au groupe de contrôle. Grâce à l'augmentation de la disponibilité commerciale de programmes de formation certifiés pour améliorer les aptitudes de base dans un environnement virtuel, les élèves peuvent se familiariser avec les compétences nécessaires dans un environnement correctif et répétitif. La réalité virtuelle a également prouvé être utile pour aider les élèves à se familiariser avec les compétences non spécifiques à une procédure particulière. En médecine, la rééducation. La réalité virtuelle est utilisée en rééducation depuis les années 2000. Malgré de nombreuses études menées, des preuves de bonne qualité de son efficacité, comparativement à d'autres méthodes de rééducation sans matériel sophistiqué et coûteux, sont absentes pour le traitement de la maladie de Parkinson. Une revue de 2018 sur l'efficacité de la thérapie miroir par réalité virtuelle et robotique pour tout type de pathologie conclut de manière similaire. La chirurgie. La téléopération en réalité virtuelle permet d'agir sur un modèle virtuel grâce à un robot virtuel, contrairement à la téléopération classique qui agit à distance directement sur un robot réel.
Les actions sont alors d'abord effectuées dans l'environnement virtuel avant d'être envoyées à l'opérateur exécutant l'opération, permettant de pouvoir tester la manœuvre dans le monde virtuel avant qu'elle ne soit exécutée sur le patient et de pallier le délai temporel des feedbacks sensoriels d'une téléopération classique. Cependant, il est impossible de garantir une parfaite efficacité de cette méthode, la création d'un monde virtuel identique au réel étant impossible. Le robot le plus connu se nomme Da Vinci en chirurgie et est utilisé à plus de 1750 exemplaires. Un autre cas d'utilisation d'un robot est l'Operation Lindbergh, où le professeur Jacques Maresco et son équipe opèrent un patient installé à Strasbourg depuis New York. Des organisations telles que Medical Realities s'occupent d'améliorer la formation grâce à la réalité virtuelle. Il est donc possible d'assister à une opération directe, notamment celle du chirurgien Safi Ahmed du Royal London Hospital. La psychothérapie. Le traitement de phobie utilise la réalité virtuelle pour soigner les patients. Les médecins mettent en place un espace interactif dans lequel la personne se retrouve confrontée à sa phobie. Cette méthode, appelée psychothérapie cognitivo-comportementale, a l'avantage principal de permettre un traitement progressif de la phobie. Par exemple, dans le cas de la phobie des araignées, on commence avec une araignée composée de petits cubes et on fait interagir le patient avec. Puis, peu à peu, on augmente les résolutions de l'image jusqu'à ce que l'on ait une araignée presque réelle en face de soi. Cette façon de traiter les phobies permet aussi d'éviter des coûts énormes tels que ceux qu'impliquerait un traitement contre la peur de voyager en avion, dû aux complications liées à la location d'un avion dans le cadre de traitement de phobie. En outre, l'environnement virtuel permet le contrôle de paramètres impossibles à gérer en réalité, tels que les turbulences qui risqueraient de provoquer une crise de panique des patients. Cette méthode est actuellement utilisée dans divers hôpitaux du monde, tels que l'hôpital Van Gogh de Charleroi en Belgique ou au laboratoire des cyberpsychologies de l'Université du Québec en Outaouais. Juridique. En Allemagne, l'expert en imagerie numérique de la police judiciaire de Munich, LKA, Ralf Brecker, a développé un programme de réalité virtuelle dont les procureurs allemands se servent aujourd'hui pour enquêter sur les derniers criminels de guerre nazie. Le programme, qui consiste en une modélisation 3D extrêmement détaillée du camp de concentration d'Auschwitz, permettrait de démentir les propos des suspects qui admettent avoir travaillé à Auschwitz, mais n'y avoir été conscients du génocide qui s'y déroulait. En recréant la perspective de l'accusé au moyen d'un casque de réalité virtuelle, les tenants du projet espèrent recréer l'expérience du suspect et ainsi démontrer qu'il lui était, dans les faits, impossible de ne pas savoir. Le programme, qui offre selon son créateur le modèle le plus exact d'Auschwitz jamais réalisé, a été utilisé en 2016 lors du procès de l'ancien garde SS Reinhold Hanning, condamné à 5 ans de prison au terme d'un procès pour complicité dans le meurtre de 170 000 personnes. La réalité virtuelle et le monde scientifique. Créer un monde virtuel permet de gérer totalement les divers paramètres physiques que l'on souhaite y appliquer, et donc de visualiser si les lois que les scientifiques découvrent sont bien applicables à la réalité en comparant les expériences réelles et celles effectuées dans un logiciel. On peut alors utiliser ces logiciels afin de modéliser les comportements de la matière sans les frais d'expérience ainsi que l'emploi de matières souvent coûteuses qui vont habituellement avec. L'architecture. L'un des premiers usages de la réalité virtuelle dans le domaine de l'architecture remonte à la fin des années 80, quand l'Université de Caroline du Nord crée un modèle du Sitterson Hall, siège de son bâtiment informatique, dans un environnement virtuel. Plusieurs compagnies, telles qu'Iris VR ou Flurid et INSEE, fournissent des logiciels et des services qui permettent aux agences de design architectural et à différents clients dans l'industrie immobilière de proposer des visites virtuelles de bâtiments. Iris VR propose également des programmes qui permettent à l'utilisateur de convertir des fichiers de design créés dans les logiciels de CAO en fichiers lisibles par l'Oculus Rift, le HTC Vive ou encore un smartphone, sans qu'une connaissance préalable en modélisation soit nécessaire. Flurid INSEE propose quant à elle des modèles 3D de maisons visibles via l'Oculus Rift ou un navigateur web créé à l'aide de logiciels de conception assistés par ordinateur pour les modèles en construction ou encore depuis le scan de bâtiments déjà construits. La réalité virtuelle permet de faciliter le travail des architectes et de leurs clients
Pendant le processus de design, l'architecte peut utiliser la réalité virtuelle pour faire l'expérience de sa création avant qu'elle ne soit effectivement bâtie. De plus, observer un design en réalité virtuelle permet à l'architecte de s'assurer de la bonne proportion de son design. Avoir un modèle interactif en réalité virtuelle permet également de se passer de la construction de modèles miniatures pour montrer le bâtiment au client, et ce avant même sa construction. De même, lorsque le bâtiment est construit, un modèle en réalité virtuelle peut être créé afin de faire effectuer une visite à ses clients potentiels, même si ceux-ci ne peuvent se déplacer sur les lieux tant que le client possède un appareil de réalité virtuelle. Je vous remercie.